Bonsoir à tous, merci de votre attention. L'actualité ce soir, la gestion des hôpitaux par l'approche contractuelle. La réforme a fait l'objet ce mardi de discussions face au ministre de la Santé, les présidents des conseils d'administration des CHR du Togo en ligne de mire, les soins de qualité pour les populations. Le phénomène est réel et préoccupant. Ils sont des milliers de jeunes Togolais, surtout les filles, à partir à l'étranger. Promesse d'un job bien payant dans les valises. À l'arrivée, la désillusion est grande. L'association Vision Solidaire a enquêté. L'ambassade de France au Togo appuie l'initiative. Un document est soumis à validation depuis ce matin. Enfin, le stress, la chose la mieux partagée aujourd'hui sur les lieux de travail, à la maison. Comment éliminer les tensions et stress accumulés au cours de la journée? Une méthode en apparence simple à découvrir en fin de journal. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici donc le journal. Fombora et Sangbana évoqués tout d'abord. Pour commencer, ces deux villages dans l'Oti, ils seront bientôt dotés de nouveaux bâtiments scolaires. Le chantier est en cours, conjointement réalisé par le ministère du Développement à la base et les acteurs socio-économiques de la région. À l'intérieur, en tournée la semaine dernière, la ministre Victoire Tomiga Dogbe est allée constater l'état d'avancement des travaux. Chassim Nambara pour le compte-rendu. La vie de Amouzou Afi était une succession d'échecs. Cependant, décidée à réussir, elle s'est lancée dans le levage traditionnel des poules avec le soutien de ses parents. Après les études, les concours sans succès, j'ai même fait le campus sans succès. J'ai pensé à comment faire. Je suis retournée au village demander des fonds auprès de mes parents pour entreprendre quelque chose. Le tournant décisif dans sa vie s'est produit lorsqu'elle a croisé sur sa route le programme d'appui au développement à la base Pradeb. C'est en 2015 que Pradeb m'a fait un crédit de 1 million de francs CFA et j'ai pris 1000 pondeuses. Et c'est le début d'une aventure entrepreneuriale à succès. 2 ans à peine après cet accompagnement du Pradeb, Amouzou Afi est aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise d'élevage moderne de poules pondeuses. Elle produit chaque mois 360 plateaux d'œufs avec un chiffre d'affaires moyen mensuel de 540 000 francs CFA. Et ce n'est pas tout. Je forme aussi les jeunes qui veulent faire l'élevage. Je forme un technicien élevage. J'ai déjà formé 300 en cours. Et en plus, je fais provenance et je vends aux autres éleveurs du milieu. Donc, je veux aussi faire de petits crédits agricoles aux femmes du milieu. Ce sont toutes ces performances qui lui ont valu d'être primée au concours du meilleur entrepreneur Pradeb Fayège 2016. Son chèque d'1 million de francs CFA lui a été remis par la ministre en charge du développement à la base. Nous devons célébrer dans notre pays les bonnes performances, l'excellence pour encourager d'autres à pouvoir leur emboîter le pas. Le chef de l'État nous a demandé de célébrer l'excellence, de reconnaître le travail bien fait. Dans la préfecture du Moyen-Mono, le Pradeb appuie aussi Badia Théophile, un jeune entrepreneur spécialisé dans le levage des poules pondeuses, des caprins et des porcins pour un chiffre d'affaires mensuel de 230 000 francs CFA. Nous avons sollicité un crédit de 2 500 000 et ça m'a permis des investissements, au niveau des investissements. J'ai fait encore un nouveau bâtiment et en plus j'ai lancé une commande de 500 pondeuses et ça m'a permis aussi de mettre en place les caprins et les porcins de l'autre côté. Je tiens à remercier l'initiative Fayège, en plus Pradeb. Ils nous ont permis de pouvoir renforcer notre activité. L'autre jeune entrepreneur qui a reçu la visite de la ministre Dogbe est Yovovi Setor. Bénéficiaire du fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayège, il a comme activité principale la transformation du manioc en gari et tapioca. On a bénéficié d'un crédit de 1 101 000 francs. C'est le financement de Fayège qui nous a permis d'acquérir le matériel, l'équipement qu'il faut pour pouvoir installer l'entreprise concrètement. Avec cet équipement, il produit 3 sacs de 120 kg de gari et 200 bols de tapioca par mois pour un chiffre d'affaires de 300 000 francs CFA. Autant de bons résultats encouragés par la ministre.
On a constaté que ces jeunes sont très engagés, ils sont déterminés, ils font preuve de beaucoup de discipline, de rigueur dans la gestion de leur activité. Et aujourd'hui, ils se comportent très bien, ils remboursent leur crédit et ils attendent une seule chose, c'est de les aider à amplifier ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous sommes venus les encourager. C'est des jeunes qui ont créé de l'emploi pour eux-mêmes, de l'emploi pour d'autres jeunes. Et c'est pour nous l'occasion d'amener les autorités locales à reconnaître ce qui est fait dans leur localité et accompagner ces jeunes. Le Pradeb et le FAEJ sont des mécanismes stratégiques mis en place par les plus hautes autorités du pays pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Et voilà, la ministre Victoire Dogbe dans le Moyen-Mono à la rencontre donc de 3 jeunes entrepreneurs portés par le Pradeb et le FAEJ, les bras financiers du ministère, ce sujet qu'on vient de voir. Fambora, Sangbana évoqué donc ces 2 villages dans l'Oti, ils seront bientôt dotés de nouveaux bâtiments scolaires. Le chantier est en cours, disions-nous, conjointement réalisé par le ministère du Développement à la base et les acteurs socio-économiques de la région à l'intérieur. En tournée la semaine dernière, la ministre Victoire Tomega Dogbe est allée aussi là constater l'état d'avancement des travaux. On retrouve Chassim Labaga. Ce bâtiment scolaire en construction à l'école primaire publique Fomboro dans la préfecture de Loti est réalisé grâce au financement de la société Eboumaf. Il fait partie d'un ensemble d'infrastructures scolaires et d'adduction d'eau que cette entreprise de BTP veut offrir aux communautés à la base dans ces zones d'intervention. Il s'agit pour Eboumaf d'accompagner les efforts du gouvernement dans ses actions pour le bien-être des populations. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, Eboumaf a accepté d'entrer en partenariat avec le ministère du Développement à la base via l'ANADEB pour la construction de bâtiments scolaires et de points d'eau de forage. Donc avec 300 millions de francs CFA, nous allons construire des bâtiments scolaires, 7 bâtiments scolaires et offrir de l'eau potable à des communautés. À Sangbana, c'est l'ONG danoise Born Fonden qui offre ce bâtiment scolaire à l'école primaire publique de la localité. C'est pour moi l'occasion d'exprimer toute ma satisfaction aux partenaires comme Born Fonden et Eboumaf. Il y en a d'autres. Dans le temps, c'était Bolloré, il y en a d'autres. Et dire toute notre appréciation, l'appréciation du gouvernement sur ce partenariat qui est très fructueux. Et je voudrais lancer un appel à tous les autres opérateurs économiques de notre pays de pouvoir accompagner les efforts du gouvernement pour apporter des réponses aux besoins exprimés par nos populations. Le gouvernement tout seul ne peut pas, les partenaires au développement sont au rendez-vous et je sais aussi que les partenaires, les opérateurs économiques également pourront le faire. Les besoins des populations en termes d'infrastructures socio-économiques et éducatives de base sont non seulement énormes mais aussi très pressants. En plus du programme d'urgence de développement communautaire PUDC, le gouvernement explore de plus en plus la piste des partenariats avec le secteur privé pour offrir le minimum vital aux communautés les plus vulnérables. Santé, l'approche contractuelle pour un mode de gestion rigoureuse dans nos hôpitaux. La réforme a fait ce mardi l'objet de discussions face au ministre de la Santé, les présidents du conseil d'administration des CHR. L'objectif au final de Douaré Albertine Yakine, c'est d'offrir des soins de qualité aux populations. Soulager la souffrance humaine et aider les populations togolaises à bénéficier des soins de santé de qualité est une exigence professionnelle selon le ministre en charge de la Santé. Les mauvaises pratiques au sein des structures sanitaires nécessitent un assainissement en matière de gestion. C'est un engagement du gouvernement dans la réforme du système de santé. Il est donc prévu un projet pilote qui va expérimenter une approche contractuelle. Les présidents du conseil d'administration des structures sanitaires du Togo ont été conviés à une rencontre d'échange et de partage à cet effet. Nous avons des problèmes dans certaines de nos structures hospitalières. Et aujourd'hui, il faut parler au plus pressé. C'est faire en sorte que lorsque un patient arrive dans un hôpital, il trouve satisfaction. C'est une initiative à saluer. La réforme, c'est bien, parce qu'avec ce que nous constatons dans nos hôpitaux, vraiment ce n'est pas une bonne chose.
nous avons, en tant que président de délégation spéciale, tenté de résoudre ces problèmes au cours de nos sessions périodiques. Mais nous n'avons jamais pu résoudre ça avec les directeurs régionaux. Nous allons essayer dans certains hôpitaux et on verra comment ça va se passer. Le démarrage du projet phase contractuelle vise notamment les hôpitaux de Plita, d'Atakwame et le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Ce processus permettra une gestion rigoureuse et méthodique pour un bon fonctionnement du secteur. Au fil des années, la fréquentation des hôpitaux diminue, la population est de plus en plus déçue et il y a un certain nombre de pratiques qui caractérisent aussi nos hôpitaux, qui sont des pratiques peu orthodoxes. Nous allons nous attaquer aux deux bras de la balance. D'une part, améliorer la gestion et d'autre part, renforcer les ressources. Alors, c'est ce qui fait que nous, on a pensé à mettre en œuvre l'approche contractuelle. Nous allons voir des sociétés qui sont spécialisées dans la gestion des hôpitaux, à qui on délègue la gestion. On leur dit, ben, écoutez, le personnel est là, c'est un personnel de l'État, les ressources appartiennent à l'État. La seule chose que nous vous demandons, c'est nous aider à gérer pour qu'il y ait une harmonie entre les entrées des ressources et la satisfaction de la population. Le travail d'assainissement en termes de gestion constitue une mesure du gouvernement à rendre performants les hôpitaux publics sur toute l'étendue du territoire national, ce qui n'entrave en rien la mise en œuvre des prestations des acteurs clés de la santé à travers des résultats tangibles. Lutte contre les risques de catastrophes, promotion de bonnes pratiques de gestion durable des terres, alerte précoce, adaptation communautaire au changement climatique et j'en passe. Ils sont divers et variés, les volets du projet gestion intégrée des catastrophes et terres, PGCIT. Où en est-on dans la réalisation de ces différents volets? Eh bien, une réunion fait le point depuis ce matin, la 7e du genre entre une mission d'appui de la mission de la Banque mondiale et le gouvernement togolais. Les précisions, Serge Taston, Patrice Boko. Après... et de la Banque mondiale pour assurer le mieux-être des populations. C'est une sorte de confirmation si le projet a pu atteindre ses objectifs, oui ou non. Et ce que nous avons noté avec énormément de satisfaction, c'est que la réussite du projet ou même cette évaluation ne vient pas de nous en tant qu'équipe de la banque, mais c'est vraiment le témoignage des populations elles-mêmes. Les besoins sont immenses et que déjà au niveau communautaire, il y a eu plus de 500 demandes de sous-projets à financer. Mais là, avec ce projet PGCT, on a pu financer 10 projets au cours de la phase pilote et 90 durant les 3 dernières années. Donc c'est vous dire que ce sont d'abord les activités qui ont été identifiées par les communautés de concert avec le gouvernement. À quelques mois de la fin de ce projet, des moyens sont nécessaires pour relever davantage le défi des résultats attendus. En 4 ans d'exécution, il a contribué à améliorer les conditions de vie des populations. Ainsi, en matière de renforcement de capacités institutionnelles et l'opérationnalisation du système d'alerte précoce, le souci d'une meilleure connaissance des risques nous a conduit à réaliser des études spécifiques permettant d'avoir une cartographie précise des zones vulnérables aux inondations. Les zones à risque étant mieux connues, la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe a pris la relève avec la mise en place de 19 plateformes locales de réduction des risques de catastrophe et le tout suivi d'une communication suffisante sur les médias, doublée de campagnes de proximité sur ces risques. Ce projet, dans sa réalisation, concerne les ministères de l'Environnement, de la sécurité et de la protection civile, des travaux publics et des transports, de l'élevage, de l'agriculture et de l'hydraulique, et de l'urbanisme et de l'habitat et les communautés.
Même exercice ou presque ici, dans les plateaux, vous allez le voir, sauf que ici, il s'agit de l'évaluation d'un projet environnemental et social, une des options du processus RED+. Yves Agbevi pour nous en dire plus. Permettre à la forêt, aux arbres hors forêt de continuer par jouer leur rôle socio-économique et écologique, c'est l'objectif qui a motivé l'adhésion du Togo au Fonds de partenariat pour le carbone forestier, FCPF, et qui explique la volonté du gouvernement d'intégrer la RED+, dans le plan de développement national. Des stratégies RED+, les Togolais attendent beaucoup, comme l'éradication de la pauvreté et le partage équitable des bénéfices entre les parties prenantes au niveau national et local, et pour un meilleur résultat libre de tout impact négatif des options stratégiques de la RED+, aussi bien sur l'environnement que sur l'homme, une évaluation environnementale et socio-stratégique de la RED+, a été envisagée. Les acteurs parties prenantes au niveau régional des plateaux ont été éclairés sur l'organisation des travaux d'évaluation et leur rôle dans le processus. Le processus RED+, c'est vrai, vise la gestion durable et il y aura des retombées. Leur dire un peu quelle est l'importance de ce processus-là, quel est le dispositif qui est mis en place pour conduire ce processus d'évaluation environnementale, sociale, stratégique. Quels sont les acteurs qui seront impliqués dans ce processus-là? L'évaluation environnementale et sociale stratégique, EESS, du processus RED+, doit au finish confirmer ou modifier les options stratégiques RED+, initialement proposées, et le cas échéant, envisager des actions correctives des impacts négatifs. Et voilà donc pour les plateaux à Lomé, les acteurs se sont également retrouvés autour de cet exercice, l'évaluation donc environnementale concernant ce processus RED+. Lucassi pour le reportage. Le Togo connaît depuis 2008 une recrudescence d'inondations, de dérèglements de saison et la sécheresse, des catastrophes naturelles provoquées par les changements climatiques. Pour faire face efficacement à ces défis environnementaux en assurant l'augmentation de stocks de carbone, la préservation de la biodiversité et une gestion durable des forêts, le Togo a élaboré le projet RED+. En dépit des retombées positives escomptées, ce projet peut avoir des impacts sur l'environnement et les communautés locales. Lorsque nous disons qu'il faut reforester le pays et qu'il faut avoir des aires de reboisement, ça voudrait dire que nous sommes engagés dans l'aménagement du territoire. Dans l'aménagement du territoire de façon durable, en affectant des terres pour la foresterie, des terres pour l'agriculture et des terres pour les bâtiments ou les infrastructures. À partir de ce point de vue, donc si dans un espace donné, il existait des champs agricoles qui sont maintenant destinés pour faire la foresterie, ça voudrait dire qu'il y a des impacts négatifs sur ceux-là qui exerçaient les activités agricoles à cet endroit. Donc il faut réfléchir sur la meilleure façon de porter des solutions durables à cette partie prenante qui existait sur cet espace. Par la foresterie, nous avons le bois que nous valorisons. Nous avons aussi l'agriculture qui occupe plus de 80% de la population togolaise. Et pour que cette agriculture puisse être performante, il va falloir réunir des conditions naturelles optimales pour promouvoir la production. D'où la nécessité d'avoir le secteur, la bonne gestion des ressources forestières comme base fondamentale pour relancer tous les secteurs d'activité. Cette réunion de partage et d'échange s'inscrit dans le contexte de la composante 2 du projet RED+. Les populations bénéficiaires attendent que ce projet participe à l'éradication de la pauvreté et à la préservation de leur environnement. Il est 20h19. Combien sont-ils ces jeunes qui quittent le pays avec armes et bagages, direction l'Afrique centrale ou encore le Moyen-Orient, attirés par des propositions mirobolantes de travail? Une fois à destination, la désillusion n'a d'égal que les promesses obtenues. L'association Vision Solidaire a mené une enquête sur le phénomène. Le document fait l'objet de validation depuis ce matin. L'ambassade de France au Togo appuie l'initiative. Marceline Tchakwala et Dem Sochouko. Ils franchissent bien souvent les frontières pour un travail rémunérateur. Ces Togolais, dont l'âge est compris généralement entre 15 et 40 ans, se retrouvent exploités et sans avoir accès à une protection adéquate dans leur pays de destination.
L'association Vision Solidaire s'est intéressée à ce phénomène qui semble être un esclavage moderne. Après 3 mois d'enquête sur le terrain, un document d'analyse situationnelle sur le trafic de travailleurs migrants togolais et la traite des personnes a été élaboré. Il porte sur les cas des pays du Moyen-Orient et d'Afrique centrale. Je suis parti dans un pays, j'ai pris de temps là-bas, plus de 10 ans, loin de mes parents. Les 2 enfants, je les ai eus là-bas. C'est les bastonnades. Quand tu refuses de travailler à la maison, tu dis tu veux partir, puis tu as des problèmes. Quand tu t'emmènes au bureau, c'est pour te battre à mort parce que tu perds leur temps. Tu es venu pour qu'eux puissent avoir de l'argent. Quand les personnes quittent le Togo, ils partent d'ici avec des messages fallacieux, de faux messages. On leur promet un travail dans l'hôtellerie, on leur promet un travail à domestique. Et une fois qu'ils arrivent dans le pays, ils se retrouvent dans une situation de précarité. On leur promet ici qu'ils vont partir avec un salaire de 150 000 pour la première année, 200 000 la deuxième année, 300 000 la troisième année. Et quand vous comparez avec ce que ces personnes, très souvent, qui se retrouvent ici dans le chômage, devront gagner, eh bien, elles préfèrent tout de suite partir. Beaucoup partent dans la clandestinité. Ils reviennent avec un peu d'économie, les dépensent rapidement au profit de leur famille et sont tentés de repartir de nouveau. Plusieurs zones de départ sont recensées au Togo. Les zones qui sont identifiées dans ce pays, très souvent, c'est la région maritime, la région centrale et en partie la région de la Kara. Des villes comme Sokodé constituent de grandes villes de départ. Mais également, beaucoup de personnes partent de Lomé et partent aussi également par aussi bien l'aéroport de Lomé-Tokoin que les aéroports d'Accra que de Cotonou. Le cadre législatif a été mis en place. Le ministère de la Sécurité et le ministère de la Justice ont pris des dispositions pour sensibiliser les candidates au départ lorsqu'elles sont interceptées et ramenées dans le pays. Mais jusqu'à présent, malgré tout, nos frontières étant poreuses, ces personnes continuent pas à partir. Très peu de pays dans ces régions ont ratifié les conventions de l'Organisation internationale du travail et des Nations unies portant sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles. C'est ce qui complique très souvent la situation des travailleurs migrants. Ils sont aussi nombreux à se bousculer au portillon du Fonds d'aide à la culture, mais combien sont-ils, eux, les artistes, à pouvoir élaborer et monter des dossiers susceptibles de financement? La question est une réelle préoccupation, déjà prise en compte d'ailleurs par le ministère en charge de la culture. 788 artistes et promoteurs culturels viennent d'être formés. Sonia Médico, Silver Aboudjou. Depuis la mise en œuvre du Fonds d'aide à la culture, beaucoup de promoteurs culturels bénéficient de cette initiative du gouvernement qui consiste à les soutenir dans leur carrière artistique. Mais nombre d'entre eux ne disposent pas d'outils nécessaires dans l'élaboration, la gestion et le montage de dossiers. Cette session permettra aux artistes et promoteurs culturels de mieux jouir du fruit de ce fonds et de bien vivre de la création de leur art. Il y a déjà eu 3 appels à projets, notamment en 2013 où on a reçu 315 dossiers, en 2014 où il a été enregistré 538 et tout dernièrement en 2016 où nous avons reçu 788 dossiers. Ce qui veut dire que certes, il y a de l'engouement, il y a de belles idées de projets. Ce n'est pas seulement d'accompagner financièrement les acteurs, mais de les outiller aussi en les professionnalisant. Obligatoirement, donc, il faut les outiller pour leur donner les notions basiques en matière d'organisation, d'élaboration de projets et de mise en œuvre de projets. Cette session témoigne de l'intérêt que le gouvernement accorde à la promotion du secteur culturel, notamment l'art de la scène, le théâtre, la musique, les arts plastiques, la peinture, le cinéma et le patrimoine culturel. Chacun de ces acteurs ici mobilisés est appelé à faire preuve de dynamisme et de sérieux pour en tirer meilleur profit. Le marché de la culture est très concurrentiel. Il n'y a que les talents qui émergent. Mais dans la gestion également de vos biens et services, si vous ne savez pas faire cette gestion, s'il n'y a pas ce management, eh bien votre talent n'ira pas très loin. Autour d'une grande entreprise, il y a toujours une idée et derrière un homme pour porter cette idée et tout un système de management et de beaucoup de sérieux. Après 4 années d'exercice, le bilan du Fonds d'aide à la culture est positif. Il a permis à certains bénéficiaires la rénovation de leur studio d'enregistrement,
la réalisation des films courts et longs métrages tels les films Sherifa et Solim. L'engagement du gouvernement est d'amplifier le processus pour faire de l'art au Togo une véritable industrie culturelle. Êtes-vous stressé? Oui, dira presque tout le monde aujourd'hui. Comment éliminer donc les tensions, le stress accumulé au travail, à la maison? La méthode paraît simple, elle tient d'une méditation transcendantale, séance pratique avec un centre international spécialisé. Sonia Medico, Sylvain Raboudou. Assis, les yeux fermés, les adeptes du maître Maharishi libèrent leurs capacités naturelles afin de permettre à leur esprit de se rééquilibrer. Cela s'appelle la méditation transcendantale, une technique de relaxation profonde et de développement de la conscience qui procure au corps et l'esprit un état unique de repos. Object of Maharishi's life work was to create an organization, a worldwide organization, which could provide this effect of peace. Le but de Maharishi, c'était de créer une organisation mondiale dans laquelle il regrouperait plusieurs méditants, parce que la méditation sur une personne peut avoir effet sur cette seule personne, mais un groupe de méditants font un effet sur toute une communauté, sur tout un pays, et plus le nombre augmente, plus l'impact est important. Donc plus il y a d'organisations, plus la planète en entier se sentira mieux. La méditation transcendantale est universelle et n'exige aucun changement dans le mode de vie, de régime alimentaire ni de la religion. En témoigne ce méditant. Je me retrouve. C'est plus subtil. Sur le plan professionnel, ça me permet de garder la bonne forme, la santé. Bon, je ne tombe pas pratiquement malade. Je pense que ça devait être la première des choses à enseigner aux enfants. Ce n'est pas religieux. Moi, je suis musulman. Ça ne m'empêche pas de pratiquer ma religion. Au-delà de son caractère spirituel, la pratique transcendantale permet aux méditants d'éliminer les tensions et stress dus au travail, entraînant ainsi un rajeunissement du corps. Le mouvement compte plus de 10 millions de militants de par le monde et est dans 90% de pays. Au Togo, il est coiffé par le Centre international de méditation transcendantale avec plus de 500 méditants. Le sport dans le reste de l'actualité, mais pas sur le terrain. D'abord, cette visite du ministre Guy Madje Lorenzo au centre de développement sportif de Pélimé. Rencontre sur place avec le staff et les pensionnaires. Nous reviendrons sur le sujet dans les prochaines éditions. Et puis, coup d'envoi du processus d'élaboration du programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires au Togo. À terme, tous les établissements auront un même programme EPS et un document méthodologique. Les précisions de Martin Sandani Mankoubi. Une cinquantaine d'enseignants et d'inspecteurs d'EPS venus de 5 régions administratives du Togo vont valider un document sur la pratique du sport à la base. Dans ce document, un programme d'enseignement sera élaboré pour permettre aux consultants de travailler en tenant compte des réalités du terrain. Dans un premier temps, nous allons identifier les contenus à enseigner aux enfants d'abord. Parce que, quoi qu'on dise, là où il n'y a pas de programme, on enseigne quand même l'EPS depuis bien longtemps, avant la réforme de 1975 d'ailleurs. Donc, on va voir ce qu'il faut intégrer. On va voir est-ce que si ça s'adapte à la culture du Togolais partout où il se trouve. Et on va inscrire certainement de nouvelles disciplines d'éducation physique et sportive dans ce programme-là. Donc sur cette base, on va arrêter un référentiel de formation des enseignants. L'atelier a été ouvert par le ministre Guy Madje Lorenzo en charge des sports, en présence de son homologue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Georges Aïdam. Le ministre Lorenzo a souhaité que le nouveau document permette d'améliorer la qualité de l'enseignement du sport au Togo. Nous devons mettre à la disposition des établissements les enseignants d'EPS dont ils ont absolument besoin, et afin que l'articulation entre les différents cycles puisse se faire, premièrement, et que l'on puisse intégrer l'éducation physique et sportive dans tout le cursus. L'EPS est aussi importante que les autres matières pour une formation complète des enfants. L'atelier prend fin ce mercredi.
Retour sur cette visite du ministre Guy Madjer Lorenzo au centre de développement sportif de Kpalimé, je l'annonçais tantôt. Rencontre sur place avec le staff et les pensionnaires. Le compte rendu de Jean, Kofi et Dédi. Première visite du ministre en charge des sports à ce centre qui forme les jeunes apprenants en football. Guy Madjer Lorenzo est venu non seulement connaître les réalités du centre et voir les conditions dans lesquelles la formation se déroule, mais aussi et surtout pour s'entretenir avec les pensionnaires. Un entretien qui a été plutôt riche en conseils. Les enfants sont épanouis, ils réussissent bien dans leurs études générales que dans le sport pour lequel ils ont été détectés à travers les championnats scolaires. Nous allons continuer cette politique pour permettre à de plus en plus de jeunes de pouvoir intégrer le centre. Les apprenants ont bien accueilli cette visite du ministre et ont saisi l'occasion pour soumettre certaines doléances en vue d'une parfaite réussite de leur formation. Et les doléances qui ont été demandées par les enfants ne sont pas insurmontables. Ils ont demandé des répétiteurs. C'est qu'ils veulent être encore meilleurs, se donner toutes les chances de mieux réussir encore dans l'enseignement général qu'ils poursuivent. Ils ont demandé un bus. Nous allons transmettre la doléance à qui de droit et prier pour que cela soit satisfait. Alors, l'autre bonne nouvelle, c'est que le chef de l'État a donné des instructions pour que on commence la construction dès cette année d'un centre plus grand pour accueillir plus de jeunes, non seulement pour le football, mais également pour d'autres sports collectifs de ballon. Le nouveau centre en construction a fait également l'objet de visites pour la délégation ministérielle. Les nouveaux locaux qui serviront désormais de cadre pour le centre de développement sportif de Kpalimé répondent aux normes internationales. Nous avons un projet sur 2 ans vraiment, composé de 3 terrains. Nous avons un terrain de foot, un terrain de basket et puis le terrain de volley. Donc nous avons bien démarré le projet. Si Dieu nous donne la force, et la force est déjà là et on compte beaucoup, on va le terminer avant le délai même. Nous avons le bloc dortoir. Après le bloc dortoir, nous avons un bloc pédagogique, il y a les infirmeries et puis le bloc des encadreurs. Ici, on devrait retrouver la plupart des sports collectifs et également le tennis et la piscine. Le site va intégrer également l'athlétisme. Donc on va avoir un centre complet pour ce que nous sommes en train de préparer. Et j'espère que avec le conseil pédagogique qu'il y aura ici, l'encadrement nécessaire qu'il y aura, eh bien nous allons pouvoir sortir des talents qui pourront compétir lors des compétitions mondiales ou bien lors des compétitions du comité olympique international. Le délai d'exécution des travaux du nouveau centre est prévu pour fin 2018. Et on va terminer par ce communiqué de la HAC. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a appris avec consternation l'accident dont a été victime le journaliste Robert Avotor. La HAC tient à adresser ses remerciements au gouvernement à travers le ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour l'ensemble des dispositions prises pour porter assistance aux journalistes. La HAC interpelle vivement le gouvernement et réclame que la lumière soit faite dans les meilleurs délais autour de cet accident de la circulation qui intervient peu de temps seulement après des voix de fait contre le même journaliste dans l'exercice de son métier. La HAC souhaite prompte guérison à messieurs Avotor. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Je vous souhaite une très belle soirée.